Bonjour à tous. Depuis 2011 et la Coupe du Monde féminine en Allemagne, le foot féminin est passé dans une autre dimension. Aujourd'hui, les joueuses internationales sont reconnues, de grandes équipes se constituent et le plus important, les comparaisons systématiques avec les garçons ne font plus loi. Le football féminin s'émancipe et existe par lui-même, c'est vrai. Mais est-ce que pour autant, l'intérêt du grand public pour ce sport s'est accru ? Est-ce que le jeu s'est amélioré ou sommes-nous toujours face à l'hégémonie de 4 ou 5 équipes qui mettent à chaque déplacement des scores de Babi à leur adversaire ? Alors, j'aurais tendance à dire que non, les niveaux s'équilibrent et on voit de moins en moins de 8-0. Par curiosité, j'ai regardé les scores de la dernière journée du championnat féminin en France. Plus gros score, 4-0 entre Fleury et Saint-Étienne. En fait, la vérité, c'est qu'il y a un autre plus gros score, 6-1, Lyon contre Paris, deux des plus fortes équipes en Europe. Mais pourquoi une telle différence entre ces deux équipes de même niveau constituées principalement d'internationales ? Eh bien parce que l'extra-sportif a entaché cette rencontre, parce qu'on parle du PSG, parce qu'on associe un fait divers à tout le côté sulfureux du foot masculin, et c'est ça qui est injuste. Le foot féminin n'a peut-être pas le niveau sportif des garçons, n'a pas les moyens financiers des garçons, n'a pas les mêmes stars mondiales que les garçons, mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que comme les garçons, les joueuses de foot seront des cibles sur qui il sera très facile de déverser tous les maux de nos sociétés. Et si malheureusement c'était ça la rançon du succès, eh bien on en parle tout de suite avec mon invité. Paul Malosebi, bonjour. Bonjour. Vous êtes, alors vous n'aimez pas dire que vous êtes agent de joueuse, vous êtes conseiller sportif pour une société, une agence qui s'appelle FLJ, c'est ça ? FJL Sport. FJL Sport, pardon. C'est comme un agent de joueuse, vous accompagnez des joueuses de football professionnelles. C'est ça, je suis consultant sportif pour FJL Sport. Oui. Donc, j'ai un associé qui a la licence d'agent de joueur et de joueuse américaine. Et donc je suis son représentant sur la France et donc son collaborateur aussi. D'accord. Donc on peut parler du football féminin, des joueuses, vous maîtrisez le sujet et vous allez pouvoir nous donner plein d'anecdotes et même de petits secrets, c'est ça ? Normalement, oui. Normalement, oui. Je le disais en préambule, le foot féminin a connu vraiment une accélération à partir de l'année 2011 et la Coupe du Monde en Allemagne. Qu'est-ce qui a évolué véritablement depuis ces 10 dernières années ? Qu'est-ce que vous avez vu, vous, dans votre métier, dans les joueuses, dans les centres de formation, dans les clubs ? Qu'est-ce qui a vraiment... qu'est-ce qui s'est professionnalisé ? Je dirais qu'un petit peu tout. Ouais. Un petit peu tout. C'est vrai que depuis ces 10 dernières années, beaucoup de choses se sont améliorées, les salaires, l'investissement dans le foot féminin, l'investissement dans la formation. Il y a des centres de formation maintenant, il n'y en a pas des masses, mais il y en a. Je pense que l'encadrement de la jeunesse foot féminin est bien meilleur. Chez les professionnels, on retrouve plus de professionnels du métier dans chaque compartiment. C'est-à-dire que dans le marketing, on va avoir des vrais gens qui sont professionnels du marketing. On va avoir des coachs qui sont un peu plus expérimentés. On va avoir aussi tout le personnel, le staff médical. Souvent, les clubs, avant, n'avaient pas de staff médical. Aujourd'hui, on peut dire que la majorité des clubs, en D1 et en D2, ont un bon staff médical, ou en tout cas un accompagnement qui est digne de ce niveau. Mais là, en fait, vous êtes tout simplement en train de me dire que le foot féminin se professionnalise, quoi. C'est ça, exactement. Mais il y a combien de clubs professionnels La Ligue française, c'est quoi, 14 clubs ? En division 1 féminine, ouais. Il y a 12 clubs. 12 clubs, et il y a combien de clubs professionnels ? On va dire qu'il y en a, sur 12, il y en a 10 qui sont totalement pros. Ah oui, je crois qu'il n'y en avait que 2, moi je crois qu'il n'y avait que Paris et Lyon. Ça, c'était il y a 10 ans. Ah d'accord. C'était il y a 10 ans, ça s'est inversé. Ok. Donc, effectivement, les choses ont beaucoup évolué. Le scouting, c'est-à-dire la recherche et le recrutement, comment ça se passe là aussi ? Votre métier, vous, c'est facilité, est plus simple, on a plus confiance ou on est plus méfiant ? Disons qu'on a la chance quand même en France d'avoir un système pyramidal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez les recruteurs, les CTR qui repèrent les filles. C'est quoi un CTR ? CTR, c'est une personne qui va s'occuper en fait de mettre en place le recrutement des meilleures joueuses régionales. D'accord. D'accord. Et vous avez la même chose au niveau national qu'on appelle un DTN, un directeur technique national. Et ça permet d'avoir déjà au niveau régional de repérer les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses. Ça existe pour les garçons comme pour les filles. Et ensuite, une fois que vous avez repéré ces joueuses-là, vous avez des sélections régionales. Et à partir de là, vous êtes convoqué à Clairefontaine, en passant par votre club, pour pouvoir faire un rassemblement où on va pouvoir jeter un œil sur les meilleurs éléments ou des éléments prometteurs
prometteuse en l'occurrence. Et puis ça permet d'avoir un système où très peu de très bonnes joueuses peuvent échapper maintenant on va dire, au réseau, tout simplement. Justement, le réseau, le vivier des joueuses en Europe et plus particulièrement en France, il grossit à vue d'œil avec des vraies bonnes joueuses où il y a, c'est un peu encore, il y a un peu de tout, où la sélection est de plus en plus sélective justement. Disons qu'avec le temps et la popularité du foot féminin, il y a de plus en plus de licenciés. À partir du moment où vous avez de plus en plus de licenciés, forcément il y a plus de potentiel et forcément le niveau s'élève. Et les places sont plus chères. Les places sont plus chères. Mais l'avantage pour la Fédération française de football, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le premier échelon, c'est l'équipe nationale. Tout ce qu'on fait en France, que ce soit chez les garçons, chez les filles, c'est pour qu'on ait une bonne équipe nationale. Et à partir de là, tout ce qui est en dessous est préparé et mis en place pour qu'on ait une bonne équipe nationale. Là, vous êtes en train de m'expliquer. Là, on est en train de voir que ça a le même parcours que chez les garçons. Exactement. En fait. Ils ont fait un copier-coller. Ouais. Et la seule différence, c'est que le vivier de joueurs de football chez les garçons est beaucoup plus large. Alors justement, la question que je voulais vous poser, c'est quels sont les derniers freins? On reste sur la France pour le moment. Quels sont les derniers freins, ou en Europe, quels sont les derniers freins pour les jeunes filles qui voudraient accéder à un club, qui voudraient pouvoir rêver de se dire qu'un jour elle sera peut-être professionnelle? D'accord. Il n'y a pas vraiment de frein. On a la chance d'être dans un pays où on peut faire un peu ce qu'on veut, et le sport qu'on veut. C'est pas un sport cher, le football. Non. Donc il y a des clubs quasiment partout. Alors il y a moins de clubs de foot féminin, évidemment, pour l'instant, que de foot masculin, mais on a la chance de pouvoir jouer en mixité, ça veut dire que les filles peuvent jouer avec les garçons jusqu'à l'âge de 14 ans à peu près. Donc ça c'est intéressant, non seulement ça permet d'avoir un bon niveau, parce que quand on s'étalonne avec des garçons, c'est plus dur, donc les filles qui vont sortir de là, en général elles ont un bon niveau. Mais avec le temps, il y aura de plus en plus de clubs de foot féminin, exclusivement féminin, et ça permettra quand même d'avoir Il faut aussi savoir que le football, il y a le sport loisir et le sport professionnel, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut faire du football juste pour le loisir et ensuite se trouver des qualités qui permettent de passer le cut, comme on dit. Sans même savoir qu'on veut devenir Sans même le savoir. Ouais. Quand moi-même j'ai commencé le football, j'aimais juste le football. Je ne me suis pas dit je rentrerai en sport-études, après au centre, etc. Et tout. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez naturel, ce qui est une bonne chose. Et ça permet de ne pas avoir de pression dans les clubs amateurs, tout simplement. Est-ce qu'une autre des évolutions nécessaires pour que le football féminin passe un cap, c'est pas non plus que... comment elle se passe, cette transmission? On parlait de 2011, moi je me souviens de Camille Abili, Sonia Bonpastor, des joueuses qui ne jouent plus mais qui m'avaient marqué à l'époque parce que j'avais suivi cette Coupe du Monde. Eh bien justement, Sonia Bonpastor, je voudrais vous faire écouter quelque chose et on revient juste après. Regarde, on écoute. Donc voilà, un club ambitieux, je suis ambitieuse également à titre personnel, donc le mariage est parfait. Je suis ravie aussi d'être présente aujourd'hui et de me lancer dans ce nouveau challenge très excitant et passionnant. Si je voulais vous montrer ça, c'est que Sonia Bonpastor, vous le savez mieux que moi, est maintenant le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, la plus grosse équipe de France, si ce n'est d'Europe. Est-ce que c'est pas ça le prochain gap? C'est qu'il y ait de plus en plus d'anciennes joueuses qui s'impliquent, alors pas forcément peut-être entraîneur, mais peut-être directeur sportif. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que le foot féminin, j'allais dire sans féminisme accru ou obsédé par le féminisme, est-ce que le foot féminin ne doit pas appartenir aux femmes? Appartenir aux femmes... dans son évolution et dans son expansion. Je pense que là, ça serait faire du féminisme. Je pense que le football... Vous n'allez pas me dire le contraire, du coup. Oui, je pense que le football, c'est quelque chose d'universel et que si on a envie d'entraîner des femmes et qu'on est un garçon ou un ancien joueur pro, comme ça arrive de plus en plus, c'est une très bonne chose pourvu qu'on amène des bonnes compétences pour des jeunes filles. Tout simplement. Je suis content que Sonia ait repris l'Olympique Lyonnais. C'est une bonne chose parce que ça met une filiation. C'est une ancienne joueuse du club, elle a joué longtemps, ancienne capitaine, elle a une vraie histoire avec l'Olympique Lyonnais ainsi que Camille Abili. Et c'est vrai que reprendre l'équipe première, ça fait partie, je pense, de leurs rêves. Et c'est une bonne chose pour les filles parce que ça transmet aussi la gagne. L'état d'esprit du club, l'âme du club, c'est important. Et moi, je pense que tous les clubs, et ce soit même chez les garçons, devraient avoir ça. Et ça veut dire quoi? L'histoire du club. L'histoire dans un club c'est très important. Ah ouais? Si vous voyez des grands clubs comme le Bayern de Munich, à quasiment chaque échelon, à chaque catégorie, vous avez un ancien du club. Et ça, je trouve que ça permet de garder une stabilité. C'est-à-dire que la direction peut changer. Le directeur sportif peut changer, le coach de l'équipe première peut changer, mais tant que vous avez des formateurs qui viennent du club, ils vont donner la grinta, l'esprit du club aux jeunes joueurs. Et c'est vrai qu'on s'identifie sans même s'en apercevoir naturellement au club.
Et c'est comme ça, et c'est vrai que ça nous marque. Partir de son club formateur, c'est dur. Moi, je l'ai vécu, c'est dur. Mais on garde cette fibre et revenir dans son club formateur, peu importe la fonction qu'on a. Mais ça fait partie, je pense, des objectifs de beaucoup. Et que Sonia soit revenue à Lyon, c'est une bonne chose. Ça donne des perspectives aux plus jeunes en se disant... Perspective, elle a de la crédibilité. Elle connaît très bien la maison. Ça a fait gagner du temps sur plein de choses, sur le fonctionnement, Ouais, etc. mais allez, on va faire un écart, on va parler des garçons. On a vu Juninho, ce qu'il a fait à Lyon. Et pourtant, Dieu sait qu'il avait carte blanche, qu'il avait le crédit maximal. La pression est d'autant plus difficile quand on est un ancien du club. C'est-à-dire qu'on ne vous pardonne rien. C'est un risque qu'elle prend aussi, Sonia Beaupastor. Oui, mais elle est à Lyon. C'est Lyon au foot féminin, c'est pas Lyon au foot masculin. Lyon au foot féminin, c'est le meilleur club du monde. Ah oui. Et c'est le club qui a gagné, je crois, 11 fois le championnat de France, je crois 5 ou 6 fois la Champions League. Il y a quand même un vrai socle. Et puis il y a des anciennes dans l'équipe. Il y a Wendy Renard, qui est là depuis longtemps, qui a joué avec Sonia Beaupastor en étant très très jeune. Donc il y a quand même un suivi. Chez les garçons, c'est pas la même chose. On ne peut pas citer beaucoup d'anciens du club qui viennent du centre de formation aujourd'hui à Lyon. Il n'y en a pas des masses. Et c'est un vrai problème. On parlait de filiation tout à l'heure. Ouais. Elle a été cassée à un moment donné. Alors peut-être qu'ils n'ont pas trouvé les joueurs pertinents au poste qu'ils recherchaient au centre de formation. Peut-être aussi que leur génération qui est arrivée était plus faible que ce qu'ils avaient eu avant. Il ne faut pas oublier que Lyon a gagné le championnat de France 7 fois de suite, je crois, à l'époque. Donc il y a eu un creux, ce qui est normal. Même l'Ajax d'Amsterdam l'a connu. Donc, Paul, là, je vous taquinais un peu sur la place des femmes dans le football féminin, puisque vous êtes conseil sportif, mais un homme. D'ailleurs, justement, dans les conseils sportifs, dans les agences, c'est équilibré. Il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes. Comment ça se passe ? Il y a plus d'hommes encore. Même Pourquoi ? Parce que le réseau, le système du réseau d'agents est mieux maîtrisé par les hommes parce qu'ils sont là depuis plus longtemps ? Non, je dirais pas ça. Tout simplement, c'est l'histoire qui veut ça. Parce qu'au départ, il n'y avait pas de foot féminin en France, ou alors très peu. Donc, il n'y avait pas de football professionnel chez les filles. Donc, chez les garçons, il n'y avait pas beaucoup d'agents femmes. Donc, c'est sûr que quand on a commencé chez les filles à professionnaliser le sport, le football en l'occurrence, les garçons étaient déjà dans le milieu. Moi, j'étais déjà chez les garçons avant d'aller chez les filles. Donc, c'est vrai que j'ai eu d'autres joueurs. J'ai eu Bobo Baldé, je travaille avec Brahim Mdani, avec d'autres joueurs à l'époque chez les Rangers et au Celtic de Glasgow. C'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs. Et c'est vrai que venir chez les filles, le métier en lui-même, on le connaissait. C'est juste le public est différent. Et votre client, en fait, est différent. C'est la question que je voulais vous poser. Être agent de joueur ou de joueuse, est-ce que c'est le même métier ? Sportivement parlant, pour moi, c'est le même métier. Oui, le but est le même. Oui. Le but est le même, d'accord ? C'est d'aller le plus haut possible, d'essayer de pousser sa carrière au maximum, etc. Dans la méthode et dans l'affect, c'est pas du tout la même chose. Et dans la forme, c'est absolument différent. On peut pas, moi je passe, comme j'en ai déjà parlé une fois, lorsqu'on a fait d'autres émissions ensemble, c'est vrai qu'avec un garçon, je passe un quart d'heure, 20 minutes maximum au téléphone. Avec une fille, en général, je passe 45 minutes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus précises, elles ont plus de questions, elles sont plus perfectionnistes, elles veulent maîtriser plus de choses. Les filles, en général, se posent plus de questions, elles sont plus dans le détail. Et c'est vrai que vous ne pouvez pas lui faire une remarque sans préciser exactement... Sans qu'elle soit bien justifiée. Elle soit bien justifiée déjà, ouais. Et aussi bien préciser de quoi vous parlez. Il faut vraiment... Aussi, un truc que j'ai appris chez les filles, c'est que quand je parle à une de mes joueuses, j'essaie vraiment d'être précis, de laisser aucune part au hasard, ainsi qu'à l'incompréhension. C'est trop important parce que quand la conversation va se terminer, la joueuse va cogiter et elle va revenir à nouveau sur le sujet à un autre moment. Et pour moi, le but, c'est d'être efficace. Parce qu'entre le moment où vous l'avez au téléphone, le moment où elle a cogité, elle revient, elle s'est entraînée et tout. Donc elle ne s'est pas entraînée dans les meilleures conditions. Vu qu'elle est en train de se poser des questions et tout ça, elle a peut-être douté. C'est pour ça qu'il faut vraiment être beaucoup plus précis. Alors parfois, il faut aussi avoir une certaine patience. C'est pour ça qu'un agent, je ne pense pas qu'un Mino Raiola pourrait faire longtemps chez les filles. Parce qu'au niveau de la patience, je ne suis pas sûr que... Mais vous êtes en train de me dire quoi ? Que les filles sont plus intelligentes, plus professionnelles, plus précises, plus appliquées que les garçons ? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'elles sont simplement différentes. C'est des filles. On ne peut pas comparer une fille et un garçon, sportivement parlant déjà. Il y avait entendu quelqu'un qui voulait faire un match entre l'équipe de France masculine et l'équipe de France féminine. Quel intérêt ? Ça n'a aucun intérêt, ni pour les joueurs. Commercial peut-être, mais encore. Même pas. Parce que je pense que ça ne sera pas quelque chose qui serait pertinent ni pour l'équipe de France, les équipes de France, ni pour le spectateur, ni pour l'annonceur. Je pense qu'il faut vraiment rester foot féminin, c'est du foot féminin, c'est le même sport, mais ça se joue, c'est des filles qui jouent, point barre. Moi, je compare jamais. Je ne compare jamais parce que c'est pas du tout le même. On n'a pas les mêmes atouts physiquement. C'est pas la même chose. Je trouve le foot féminin encore assez sain sur le terrain.
Il n'y a pas de mauvais gestes intentionnels, ou très peu. Il n'y a pas cette pression qu'on peut retrouver chez les garçons. Donc ça permet de garder un peu de lucidité sur ce qu'elles font. Moi, je prends plus de plaisir en ce moment à regarder des matchs de foot féminin, sincèrement, en première division, ou en tout cas mes joueuses, qu'à aller au Parc des Princes et tout. Honnêtement, et vous êtes totalement objectif en parlant de vos joueuses. Parce que c'est celle que je connais le plus, mais j'essaye, je dois être objectif, c'est important. Paul, justement, vous étiez en train de on parlait de Lyon à l'instant, vous étiez en train de me dire que c'est le plus grand club du monde, mais ils sont où les Real Madrid, les FC Barcelone, les Liverpool, Manchester ils n'existent pas dans le foot féminin, ou ils y croient pas, ou on en est où? Si, ils y sont, ils sont là, ils sont tous là. Quasiment tous les grands clubs aujourd'hui ont leur équipe de foot féminin et puis ils sont en Champions League. La différence, comme je vous disais tout à l'heure, l'histoire, ça compte. Si vous commencez, vous partez en premier, il y a forte chance que vous arriviez en premier. Donc l'Olympique Lyonnais a été un des premiers avec le feu Louis Nicolin à se lancer dans le football. Montpellier, oui. Montpellier, oui. C'était le premier à se lancer à fond dans le football féminin, à professionnaliser ses joueuses. Après, elles sont toutes parties à l'Olympique Lyonnais. Et donc Jean-Michel Aulas a été très intelligent sur ce coup-là, stratégiquement. Il a repris, il a surtout beaucoup soutenu ses joueuses à tous les niveaux. Il leur a donné les moyens d'être les meilleures jusqu'à aujourd'hui. Et donc forcément, quand vous avez l'habitude d'être dans les meilleurs et vous avez les meilleures joueuses, pour aller vous chercher, c'est difficile. Alors il y a Manchester City. Mais attendez, moi j'ai une mauvaise nouvelle pour Lyon, c'est qu'il y a des grands clubs qui sont en train de se mettre en place. Et si je vous dis la Masia, FC Barcelone, on regarde. Bienvenue à la Masia, le très prestigieux centre de formation du FC Barcelone. C'est ici qu'ont été forgées des légendes comme Lionel Messi, Andrés Iniesta ou Xavi Hernandez. Depuis sa création en 1979, la Masia n'avait jamais accepté de filles parmi ses résidents, mais poussée par les récents triomphes du Barça féminin, sacré en Liga, en Coupe nationale et en Ligue des Champions la saison passée, elle leur a ouvert ses portes pour la première fois. C'est génial, c'est une très belle expérience. Nous faisons tout ensemble, nos études et nos entraînements. C'est un sentiment très agréable de pouvoir se réveiller, descendre pour le petit déjeuner et sortir pour l'entraînement. Dans le sillage du club catalan, la présence des femmes dans le foot espagnol ne cesse de croître. Le nombre de licenciés a presque doublé depuis 2011, passant de 36 000 à 77 000 en 2020, selon le ministère des Sports. Je pense que beaucoup de choses se sont passées grâce à l'ensemble du mouvement féministe. Il a aidé le sport féminin et la société en général. Je pense qu'il y a encore des choses à faire, car il y a beaucoup de stéréotypes sur les femmes dans le sport et dans d'autres domaines. C'est vrai qu'il manque encore de nombreuses choses, comme la professionnalisation de la Liga, dont le principe a été accepté mais qui n'est toujours pas une réalité. Les choses changent, mais il nous manque encore beaucoup de choses, comme une ligue professionnelle. Nous savons que nos salaires ne seront jamais égaux, mais nous aimerions pouvoir vivre plus confortablement. C'est pour cela que nous nous battons. Elles se battent aussi pour les générations futures, dont elles se sentent responsables en tant que pionnières, pour toutes les jeunes filles qui, à travers le monde, rêvent de jouer au foot, libres, en sécurité, sans préjugés. Malgré la croissance significative du football féminin à tous les niveaux au cours des dernières années, l'intérêt suscité par la discipline et son potentiel laisse à penser qu'il reste encore beaucoup d'opportunités à exploiter. L'Olympique Lyonnais plus fort que la Masia ? La question c'est est-ce que le centre de formation de l'Olympique Lyonnais est plus fort que la Masia ? Il faudrait voir quand il y aura des compétitions de jeunes qui vont commencer, puisque ça existe chez les garçons, il y a la Youth League, donc c'est la compétition U19 je crois, Champions League. Et je pense que on va y arriver. Ça, c'est bien, c'est une super nouvelle. Moi, quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais content. Parce que ça fait 10 ans, 13 ans que je suis dans le foot féminin. C'est ce que j'ai toujours voulu. Qu'il y ait des centres de formation pour mieux accueillir les filles, leur donner les meilleures conditions pour progresser et avoir plus de potentiel, joueuses professionnelles de qualité, voire des stars, qui permettront d'avoir une belle Coupe du Monde, etc. Mais justement, les stars, c'est une des questions que je voulais vous poser. C'est qui les idoles des joueuses de foot ? Des joueurs ? C'est une bonne question. Je n'ai jamais posé cette question à mes joueuses. Je sais qu'il y a certaines de mes joueuses, notamment, aiment des clubs, sont fans de certains clubs. J'ai une joueuse à moi qui adore l'Olympique de Marseille, par exemple. Elle s'appelle comment ? Fanny O'Haraud. Et elle joue ? Elle joue au Havre aujourd'hui. D'accord. Et je sais qu'elle son frère... c'est pas de sa famille. Mais O'Haraud, il jouait au Havre aussi avant. Il a joué au Havre aussi. Il faut savoir qu'il y a une filière réunionnaise au Havre. Elle a toujours existé, justement au centre de formation. Ils ont souvent fait venir des joueurs
de La Réunion. Il existe une équipe féminine au Havre? Bien sûr. Elle est bien? Bien sûr. Bien sûr. Et puis c'est un club avec un président qui est américain et qui a des grandes ambitions pour son équipe et pour tout son staff. Et il met beaucoup de moyens, il met des très bons moyens et j'apprécie énormément. C'est une très bonne chose. Donc là, en plus, le fait que Barcelone se mette dans la danse, d'un seul coup, j'ai lu ça il y a quelques jours, il y a le Real Madrid qui se réveille, qui ne veut pas voir Barcelone gagner des Ligues des Champions. Et eux, donc ça va faire boule de neige, forcément, tout ça. Il va y avoir les rivalités qui vont... En Italie, ça donne quoi? En Italie, il y a des clubs professionnels et beaucoup de gros clubs comme Milan AC, Inter de Milan, Juventus, la Fiorentina, j'allais dire, Naples. Qui ont des équipes féminines. Mais le football féminin n'a pas l'impact qu'il y a dans des pays voisins. Comme en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, pour l'instant, il n'a pas cet impact. Donc, ça reste des pays qui ont des traditions quand même très, très, on va dire, machistes. Donc, c'est vrai que c'est pas facile d'avoir des meilleures conditions, des meilleurs terrains. Je sais, par exemple, à Naples, l'équipe féminine s'appelle le Napoli aussi. Par contre, il n'est pas complètement affilié à la section professionnelle masculine. C'est un peu ça, la dernière barrière qui manque dans le foot féminin. Ça va évoluer forcément par la force des choses. Avec le temps. Un mot sur le football africain féminin. On en est où? Alors, on va faire une petite confidence. On s'était rencontrés il y a quelques années pour parler de la CAN féminine et on se désespérait de voir cette CAN sans public, sans rien, sans personne. Ça bouge un peu parce qu'il doit y avoir des joueuses exceptionnelles en plus en Afrique. On a des très bonnes joueuses, certaines jouent dans des grands clubs européens. Alors il n'y en a pas énormément, c'est pas comme chez les garçons, on a une diaspora africaine qui joue dans les meilleurs clubs ou dans beaucoup de clubs, même les clubs moyens où ça se chiffre peut-être, je sais pas, en centaines de joueurs africains qui sont dans des clubs chez les garçons. Chez les filles, c'est vraiment différent. Les moyens. En dizaines là? Plutôt en dizaines, quinzaine maximum. Très peu sont dans les très gros clubs. Vous avez au Cholet, je crois, qui joue au Barça. Après, je ne les connais pas toutes, pour être honnête. Justement, un manque de visibilité aussi, et surtout de moyens pour sortir de là. Je vais vous donner un exemple. Moi, le pays qui me tient le plus à cœur, c'est la République démocratique du Congo. L'équipe féminine nationale n'a pas de moyens. Oui, j'ai lu ça dernièrement, ça, justement. C'est un vrai problème. Je pense que au point qu'elle pourrait disparaître. Elle pourrait disparaître. Elle s'entraîne dans la rue, entre deux passages de voiture. C'est catastrophique. Et on ne peut pas dire que c'est une question d'argent. C'est une question de volonté. De toute façon, on m'a toujours dit que le foot féminin, c'est une question de volonté du président. Ce n'est pas le foot féminin qui va plomber le budget d'un club professionnel de football. Et là, nous, en l'occurrence, on est un grand pays, on a 70 millions d'habitants. C'est pas possible qu'on n'ait pas une équipe nationale féminine digne de ce nom, et même pas des U20 ou des U17 qui soient capables d'être bien encadrés. Et le championnat féminin, il est anecdotique. Et c'est juste pas normal. J'aimerais vraiment que les dirigeants du pays fassent quelque chose, parce que c'est une manière aussi de donner un peu plus d'espoir à cette jeunesse, et aussi de pousser les filles à avoir plus d'ambition, que ce soit dans le foot ou ailleurs, mais ça prouve qu'on est soutenu. Et avoir zéro moyen, même pour s'entraîner, je trouve que là, on frise vraiment le ridicule. Et en plus, un club, ça génère des emplois, ça génère une activité, une économie. Exactement. Un championnat même. Vous, justement, en tant que... Vous y allez un peu voir ce qui se passe? Vous avez des référents? J'ai des référents au Congo, des personnes qui sont sur place, qui m'ont proposé parfois de faire des collaborations, qui ont leur petite académie. Le problème, c'est que justement, la formation, elle se fait à titre privé. C'est des gens qui vont essayer d'avoir leur propre académie pour sortir des joueuses, essayer de les faire venir en Europe par des moyens qui ne sont pas toujours les moyens les plus simples. Oui, des fois... C'est très compliqué. J'essaie de leur faire comprendre que venir en Europe, déjà administrativement, c'est très dur. Mais quand tu n'as pas de championnat dans ton pays pour mettre en avant une joueuse, comment tu veux la proposer en Europe? On n'a même pas de vidéo pour la voir, la joueuse. C'est ça le problème. Et pourtant, il y a des pépites, j'en suis certain. Il y a des pépites, il y a des forces de la nature qui sont techniquement très bonnes aussi. Et je parle du Congo, mais ça concerne le Cameroun, ça concerne le Sénégal, ça concerne beaucoup de pays. Le Sénégal, par exemple, ils sont très développés dans les centres de formation chez les garçons. Ils ont vraiment beaucoup de centres de formation qui sont vraiment talentueux et dans l'excellence. Mais chez les filles, pour l'instant, c'est le néant. Allez, une dernière question, Paul, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Les prochaines championnes du monde? Les prochaines championnes du monde, j'espère que ça sera la France. D'accord, et en vrai, ce sera qui? Pour être réaliste, je pense que les États-Unis ne seront pas loin. Encore? Il y a le Canada qui sont pas mal, ils ont gagné les Jeux Olympiques, qui sont autour, mais ça serait bien que la France, on passe un cap. Et une dernière question, la meilleure joueuse du monde actuellement, c'est qui? La meilleure joueuse du monde aujourd'hui? Il y a un moment, c'était une Brésilienne. Après, ça a été l'attaquante de Lyon, Edberg.
Ederberg, alors c'est une très bonne attaquante, meilleure joueuse du monde, je sais pas, meilleure attaquante du monde, possible. Le Messi féminin, c'est qui? Ou le Neymar ou le Mbappé, même s'ils ne jouent pas du tout de la même manière tous les trois. On n'a pas de Messi féminin. C'est le moment de dire une de vos joueuses. Non, ça va faire des jalousies avec les autres. Non, je ne peux pas dire ça. Mais il y a des très bonnes joueuses, je pense que les prochaines générations seront plus fortes. J'en suis persuadé. Elles sont plus passionnées, elles sont plus impliquées et elles seront beaucoup plus fortes. Il y aura plus de concurrence aussi. Paul Malosevi, merci. On vous accompagnera le jour où votre joueuse aura un ballon d'or. Je vous promets, Télésud fera tout un reportage sur cette joueuse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Télésud, TLS+, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS+. Et comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télésud. À très bientôt, au revoir. Au revoir.